Bienvenue à Mille et une Cultures, votre émission sur la diversité culturelle, une émission qu'on vous présente aujourd'hui du continent africain. On est au Maroc, à Rabat plus précisément. Avec nous, Eugène Ebodé et Rabia Marouche. Bonjour Eugène. Bonjour. Bonjour Rabia. Bonjour Kadi. Voilà, alors nous sommes au Maroc pour la parution du livre collectif Qu'est-ce que l'Afrique? Réflexion sur le continent africain et perspectives. Un livre qui est sorti de la collection Semboura et sous les éditions La Croisée des Chemins. On aura une cérémonie mercredi le 17 novembre. On parle d'une journée africaine aux 1001 accents. Alors, Rabia, parlez-nous d'abord de cette collection. C'est quoi la collection Semboura? Puis, quel est l'intérêt pour vous de produire ce livre-là aujourd'hui? Bonjour Kadi, bonjour tout le monde. La collection Semboura est née de la collaboration de plusieurs partenaires. Il y a d'abord les éditions La Croisée des Chemins à Casablanca qui a accueilli la collection. Il y a les écrivains des Grands Lacs africains, du Burundi, du Rwanda et du Congo, qui travaillaient ensemble autour d'une plateforme qui s'appelle Semboura Ferment Littéraire, qui existe depuis 10 ans dans les Grands Lacs africains et qui articule ses activités autour de la paix, du dialogue et de la reconstruction après les génocides à travers en fait la littérature et l'écriture. Et cette plateforme Semboura Ferment Littéraire des Grands Lacs africains est soutenue par une fondation suisse qui s'appelle Corimbo et donc qui mène dans ses actions culturelles depuis 2010 dans les Grands Lacs africains. Et par la suite, on a voulu publier les produits de cette plateforme en Afrique, et c'est là que l'idée de la collection Semboura est née et qu'on a fait appel à moi pour créer cette collection au Maroc, à Casablanca, pour pouvoir donner de la visibilité aux productions littéraires qui viennent des Grands Lacs et aux auteurs de cette région. Alors, une collection, puis une activité, celle du 17 novembre, qui est soutenue par l'Académie du Royaume du Maroc. Donc, on sent un intérêt quand même d'intégration au niveau de l'Afrique, que ce soit le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, puis la littérature, qu'est-ce qu'il y a de mieux en fait comme intégrateur finalement, Rabia? Oui, tout à fait. Donc, la collection Semboura et ses productions littéraires sont en effet soutenues aussi par l'Académie du Royaume du Maroc et par le secrétaire perpétuel, le professeur Abdeljalil Chomri, qui a organisé donc demain, le 17 novembre, une cérémonie pour faire justement le lancement de la première livraison des productions littéraires de la collection Semboura, en invitant tous les auteurs et tous les contributeurs du livre collectif et aussi les acteurs qui travaillent autour de ce projet, qui viennent en fait de plusieurs pays d'Afrique, comme vous l'avez dit, donc des Grands Lacs africains, et qui rejoignent aussi d'autres auteurs marocains, donc d'Afrique du Nord. En fait, il y avait une volonté effectivement de faire dialoguer ces deux Afriques et de les faire rencontrer dans l'Académie du Royaume au Maroc pour faire ce lancement donc essentiellement autour du livre collectif dans lequel il y a 22 intellectuels africains qui viennent de pays de la diaspora africaine. Donc, cet ouvrage collectif est sorti aussi dans la collection Semboura et c'est une forme de conversation autour de la question « Qu'est-ce que l'Afrique ?» Et chacun donc, des contributeurs apporte sa réponse et essaye de nous donner une vision, sa vision de l'Afrique. Voilà.
De très bonnes contributions. J'ai eu le plaisir de lire, disons en avant-première, cette œuvre, donc cet ouvrage. Avec nous, Eugène Ebodé, qui est un des contributeurs. Eugène, alors, comme on t'a sous la main, on te pose la question, qu'est-ce que l'Afrique? Voilà. L'Afrique, c'est le premier continent où l'homme a surgi. Et les anthropologues, les historiens, les archéologues même sont d'accord pour considérer que le berceau de l'humanité est en Afrique. Le paradoxe, c'est que l'Afrique est décrite par des regards extérieurs qui l'ont minorée, qui l'ont divisée, qui l'ont fragilisée. La fragilité vient par toute une série de mots que nous connaissons tous, parmi lesquels deux principaux, l'esclavage et la colonisation. Il se trouve donc que nous connaissons tout cela et nous vivons une période où le regard que l'on porte sur l'Afrique est toujours un regard de biais, un regard parfois condescendant, un regard méprisant. Et nous souhaitions, en Afrique même, pouvoir faire émerger d'autres sensibilités, d'autres réflexions, d'autres regards sur ce continent. Composé de 54 États, aujourd'hui, il comprend 1,2 milliard d'habitants, et c'est un continent qui a les langues, qui contient 50% des langues qui sont parlées au monde. Vous voyez que rien que ces éléments-là nous donnent déjà la force de l'Afrique, et les écrivains, les intellectuels, les hommes politiques qui se sont impliqués dans ce livre collectif viennent, comme l'a rappelé Rabia Marouche, de plusieurs pays. Ils viennent aussi de la diaspora. Et je pense que l'un des intérêts aussi de ce livre, c'est que l'Afrique a aussi ouvert des portes à d'autres contributeurs qui sont occidentaux. C'est donc pas une vision qui est une vision de chauvinisme, c'est une vision ouverte sur l'Afrique et qui rappelle que l'Afrique a aussi ses cultures. C'est pour ça que vous avez eu raison, Kadisso, de mettre l'accent sur les 1001 accents culturels africains qui ont rendez-vous à Rabat. Et nous remercions le professeur Abdel Jalil Lajomri d'avoir proposé cette conversation, comme disait Rabia Marouche, pour que nous puissions, entre nous, mais avec une vision vers ceux qui vont nous écouter, pour leur dire quelle est l'Afrique que nous avons reçue, quelle est celle que nous souhaitons donner à nos enfants et quelle est celle que nous dessinons nous-mêmes. Voilà. Donc, en fait, une façon de rétablir les faits, de rétablir les faits historiques, de rétablir un peu aussi l'image du continent. Et vous en profitez d'ailleurs pour répondre à certains qui ont fait cette image de l'Afrique. On va revenir un peu plus dans quelques minutes plus spécifiquement sur votre contribution. Mais on peut dire en résumé que c'est une façon de donner la parole aux Africains pour parler de l'Afrique d'abord, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et Rabia, moi, ce qui m'a fasciné, c'est ce dialogue entre, et parlons même de réconciliation entre l'Afrique qu'on dit blanche et l'Afrique subsaharienne et le Maroc a servi un peu de lien. Est-ce que parce que vous êtes marocaine ou ça s'est fait tout naturellement? Vous êtes d'origine marocaine que ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement parce que je suis d'origine marocaine, effectivement, et qu'on a décidé d'installer cette collection au Maroc. Et dans notre conception, on l'imagine comme un habitat
qu'on construit et dans lequel on va être tous logés, abrités pour converser, pour dialoguer ensemble et effectivement faire aussi en sorte que ces deux Afriques se connaissent mieux et se rencontrent. Et cette rencontre, elle a lieu effectivement d'abord ici au Maroc, demain le 17, parce que dans le livre collectif, vous allez voir que la vision de certains contributeurs, elle peut diverger. Certains, par exemple, dans l'imaginaire de l'Afrique du Nord, l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne. Et donc l'Afrique blanche, c'est le Maghreb. Et ces deux visions, je pense que ça devrait être revu parce qu'on est quand même sur le même continent et il faut qu'on se regarde comme voisins et comme un ensemble. Voilà. C'est ça qui ferait la force c'est que ces deux Afriques aussi se regardent, se connaissent, se parlent. On peut dire qu'il y a même plusieurs Afriques, Rabia, l'Afrique blanche, l'Afrique noire ou l'Afrique subsaharienne. Il y a l'Afrique australe, l'Afrique du centre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une vision commune, qu'il y ait des convergences même au niveau de l'Afrique. On va en parler un peu plus tard, mais en attendant, on cède la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Les bibliothèques de Laval lancent une nouvelle web-série, La Balade littéraire. Chaque dimanche, un épisode sera dévoilé. La Balade littéraire invite les Lavallois à découvrir l'univers de 10 auteurs. Ces entrevues intimes et inédites seront menées dans différents lieux de la ville par le comédien, auteur et metteur en scène Olivier Mourin. La web-série est disponible sur la chaîne YouTube des bibliothèques de Laval jusqu'au 19 décembre. Globe, un spectacle d'art du cirque s'adressant aux enfants de 5 ans et plus, prend l'affiche à la Maison des Arts le 19 décembre à 11h et à 14h. Ce spectacle jeunesse est décrit comme un spectacle qui parle de découverte, d'attente et de rencontre avec l'autre dans un univers imaginaire et magique à apprivoiser. Globe est une production des Fous tout court, des artistes qui allient différents styles dans leur création, comme la danse, le cirque, l'art clownesque, le théâtre et le conte. À la fin de la représentation, les familles sont invitées à participer gratuitement aux ateliers d'Alfred, des ateliers de création en art visuel. Dans le cadre du festival NUM, le festival numérique des bibliothèques de Laval, admirez virtuellement l'exposition artistique Sous les couvertures de la collagiste Sarah Hébert qui nous invite à plonger au cœur de sa pratique d'illustration. Cette exposition est offerte en ligne jusqu'au 31 décembre. Les informations sont sur la page web du festival NUM sous l'onglet Programmation ou encore sur le site web de Signé Laval. Les 6, 7 et 8 décembre, voyez en famille la pièce de théâtre et de marionnettes Furioso. Cette production du Théâtre de l'Œil s'adresse aux 8 ans et plus et raconte l'histoire de deux chevaliers, l'un du Nord et l'autre du Sud, qui partent à la recherche d'une princesse d'Extrême-Orient dont ils sont tous les deux amoureux, abandonnant ainsi la guerre qui oppose leur armée. Furioso est à voir à la Maison des Arts de Laval. Alors, merci Myriam. On retrouve nos deux invités, Eugène Ebodé et la docteure Rabia Marouche. Eugène, on va parler de ta contribution. Alors, qu'est-ce que l'Afrique, pour toi, c'était important d'écrire dans ce livre collectif-là une réponse à Victor Hugo? D'abord, pourquoi? Ensuite, on parlera de qu'est-ce qui est dedans. Pourquoi c'était important? C'est important d'avoir une plateforme où nous pouvons échanger, où nous pouvons contester, où nous pouvons riposter. Et pour contester, j'ai précisément voulu reprendre un grand auteur, un immense auteur pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est l'écrivain majeur du 19e siècle, Victor Hugo. Il a écrit Notre-Dame de Paris, comme chacun sait. Il a écrit Les Misérables. Il a écrit des textes contestataires lui-même,
quand Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir. Il a même été exilé pour ça, parce qu'il a écrit les châtiments. Alors, les châtiments qu'il voulait infliger à Napoléon, c'est parce que celui-ci avait confisqué le pouvoir, avait abattu la République. Moi, je conteste Victor Hugo, non pas parce que je le déteste, j'ai une admiration pour les illuminations de Victor Hugo, pour sa prose poétique, mais j'ai lu aussi le discours sur l'Afrique de Victor Hugo, et là, les bras me sont tombés. Comment ce génie qu'est Victor Hugo a pu prétendre le 18 mai 1879 que l'Afrique n'avait pas d'histoire, que l'Afrique était un continent qui, lorsqu'il était peuplé, ne contenait que des barbares. Et lorsqu'on regardait sa flore, sa faune, on ne voyait que la sauvagerie. Donc, il a pensé ses propos pour caricaturer et pour la présenter comme un continent qui était donc à prendre par qui? Eh bien, naturellement par l'Occident, qui estimait que l'Occident avait reçu une mission, quasiment une mission divine pour civiliser l'Afrique. Alors, quand Victor Hugo le fait, c'est en présence d'un abolitionniste, ce qui est un autre paradoxe, parce que celui qui invite Victor Hugo à prendre la parole, c'est un autre Victor, Schœlcher. Et Victor Schœlcher écoute ce que Hugo est en train de dire et ne le reprend pas. Il y a même des applaudissements. Quand Victor Hugo dit que l'Afrique est un continent qui ne connaît pas la civilisation, est un continent qui n'a pas une histoire, est un continent qui n'est peuplé que par des gens barbares, par des gens qui sont civilisés. Eh bien, il se voit, lui, un missionnaire. Et il faut comprendre que les missionnaires du reste, tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'arracher l'Afrique à son propre passé et de lui en présenter un autre. C'est là où tout change. Quand vos valeurs, quand ce qui vous fonde, quand votre patrimoine n'est pas comme étant une valeur fondamentale et qu'il faut lui en substituer un autre, vous êtes nu. Vous n'êtes pas dans l'histoire, vous êtes en dehors de l'histoire. Et c'est pour cela qu'en contestant le discours de Victor Hugo, je lui dis à Victor Hugo, comme s'il était toujours présent, mais il est toujours parce que ses idées continuent à avoir des effets. Voilà. Et je lui dis, l'Afrique n'est pas à prendre, elle est à apprendre. C'est une différence. Voilà. Donc, ça ramène en fait la méconnaissance peut-être de l'Afrique qui continue, cette méconnaissance, ces clichés qui sont véhiculés de l'Afrique et des Africains, mais derrière, il y a aussi toute une mission de colonisation qui était en marche, qui était en route. Est-ce qu'on n'a pas peur de voir se refaire les mêmes schémas avec cette globalisation, mondialisation, où l'Afrique est en vue actuellement? Tout le monde dit que c'est le continent qui est en pleine croissance et les gens essayent de définir l'Afrique un peu partout au lieu de l'apprendre. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de réel un peu? Oui, sur la globalisation, on voit encore le même processus, au fond, qui est en œuvre. Parce que Victor Hugo dit aux Occidentaux, puisque c'est la mission divine qui leur a été confiée, de civiliser l'Afrique, ce sont ses propos. Il dit d'ailleurs à l'Occident, vous devez changer vos prolétaires en propriétaires. C'est-à-dire que l'Afrique est encore regardée comme une marchandise, au fond. Et la globalisation, c'est ça son projet. Globalisation égale décivilisation. D'une certaine manière, ce qu'avait déjà dénoncé en son temps Aimé Césaire. Lorsqu'il fait son discours sur le colonialisme, il le fait précisément pour remettre l'Afrique sur les rails, à la fois de son identité, à la fois sur les rails de sa présence au monde. Et quelle est cette présence
quels sont les apports de cette Afrique? Alors, nos contributions essayent de remettre les pendules à l'heure. Et vous avez un article qui est très intéressant, qui est fait par Ali Ben Maklouf, qui reprend toute l'historique pour dépiéger l'Afrique, pour la remettre, comme je disais, sur les rails de sa propre autonomie. C'est de ça dont il est question. Si vous n'êtes pas autonome, on vous considère comme un enfant, on vous considère comme quelqu'un dont il faut tenir la main ou comme un continent sur lequel une tutelle devrait s'exercer. Or, l'Afrique n'a pas besoin de tutelle. Et on l'a encore vu récemment à Montpellier, où on avait l'impression que les 54 pays africains ne comptaient pas du tout. D'ailleurs, on a évacué leurs représentants pour trier dans les populations africaines celles qui paraissent être prêtes pour précisément la globalisation, c'est-à-dire celles qui sont utilisables, celles qui sont valorisables, celles qui sont exploitables. Et c'est les jeunes qui ont été invités, par exemple, au sommet de Montpellier. C'est-à-dire qu'on considère encore qu'on va aller chercher dans les populations africaines les segments de population qui sont utiles au marché. Et d'ailleurs, ces jeunes, on leur promet des subventions pour leur apprendre quoi? La démocratie. Au fond, c'est un cache-sexe. Ce n'est pas la démocratie qu'on va apprendre à ces jeunes Africains, parce qu'au XIIIe siècle, il y avait des empires comme l'empire de Soundiata Keïta, une charte des valeurs humaines, et qui n'avait pas besoin qu'on lui enseigne le respect de l'autre, qu'on lui enseigne les rites des civilisations, qu'on lui enseigne comment pouvait se construire un fédéralisme. Parce que lorsque la charte du Mandé est proclamée, ce sont plusieurs territoires, plusieurs fédérations qui arrivent à Kourougan-Fouga pour inventer une espèce de règle constitutionnelle autour de laquelle la société du Mandé va fonctionner. Donc, on n'a pas attendu Victor Hugo. Il vient plusieurs. Ce n'est pas tant que la mondialisation puisse avoir lieu, c'est que chacun puisse être au rendez-vous de l'histoire avec ses propres forces, avec aussi ce qu'il a proposé aux autres, et pas un jeu qui soit déséquilibré où on considère en permanence que l'Afrique n'a pas son mot à dire. Et c'est pour ça que nous avions répondu aussi à l'appel du professeur Lajomri, qui a souhaité que nous soyons au rendez-vous de l'histoire. Et tout cela donne envie d'aller lire ce livre, d'aller aussi lire toutes les autres contributions qui sont aussi enrichissantes que celles de Eugène Ebodé. Merci Eugène. Maintenant, pour finir, Rabia, est-ce que ce livre, on peut l'avoir au Canada? Puis quelle est la suite pour les collections Sambura? Oui, alors la production de cette année, on a 3 anthologies littéraires qui sont publiées au format numérique et pub et qui sont accessibles gratuitement à tous les publics sur le site internet de l'éditeur. Le but était de mettre à disposition ces textes pour être lus par le plus grand nombre partout. On a aussi produit donc le livre collectif et un roman qui s'appelle Je fête donc je suis de Juvenal Ngorwanubusa, qui est un écrivain burundais, et ces 2 ouvrages existent La Croisée des Chemins, la maison d'édition à Casablanca, et j'invite les libraires au Canada et à Laval de les commander à la maison d'édition La Croisée des Chemins pour les mettre à disposition du public canadien. Voilà. Et moi, j'aurai la chance de ramener mon livre avec moi. Puis si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez pouvoir aller sur les éditions La Croisée des Chemins ou contacter Rabia Marouche pour savoir comment avoir accès à ce livre-là. Merci à vous deux d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Merci, Kadi. Voilà.
Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires et vos suggestions. On va se quitter sur un coup de cœur musical. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous invite à découvrir, savourer et danser au rythme de la chanson Cumbia de la Cumbiambera du groupe Boomeranga. Un projet fusion de musique afro-colombienne. C'est une pièce inspirée de la tradition de la cumbia afro-colombienne.